Hélène de Saint-Front, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômée d'HEC, titulaire d'un master en entrepreneuriat de la Rotterdam School of Management et vous vous êtes formée aux sciences cognitives que vous avez appliquées au RH de grands groupes avant de créer, en 2012, Bi-Harmonist, une communauté d'experts indépendants qui aident les entreprises à façonner leur culture et à la décliner en cohérence. Libérer les énergies, permettre aux équipes de travailler en plein potentiel dans un cadre clair, autrement dit, faire en sorte que chacun saute du lit le matin pour aller au travail avec plaisir, c'est ça qui vous anime. Alors Hélène, quelles sont les conditions pour pouvoir être heureux au travail ? Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour cette question. Je fais un disclaimer, je vous préviens tout de suite, ma présentation va être beaucoup moins philosophique et inspirante. Ça va être un peu plus terre à terre, ras les pâquerettes, voilà. Je vous le dis tout de suite, s'il y en a qui cherchaient la grande inspiration, vous pouvez aller prendre une pause café tout de suite. D'abord, la notion de bonheur au travail, effectivement, c'est quelque chose qui, pour moi, crée, alors puisqu'on parle de sciences cognitives, un peu une dissonance cognitive, parce que j'imagine que dans la salle, il y a quelques latinistes. Quelle est l'origine du mot de travail ? Voilà, vous savez tous, évidemment, c'est la torture. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle ? Bon, on parle quand même de travail au moment de l'accouchement. Je ne sais pas vraiment si on peut parler à ce moment-là de bonheur. Après, ok, mais pour y être passé 2 fois, c'est effectivement pas ce qu'il y a de plus drôle. Donc, voilà, parler de bonheur au travail, c'est un peu comme dire je voudrais sentir la douce caresse d'une bogue de châtaigne sur ma peau. Donc, comment est-ce qu'on on va réconcilier un peu nos neurones ? On ne peut pas, en tant que manager en particulier, puisque là on va parler de management, décréter ou vendre du bonheur au travail. Si le bonheur se vendait, il y aurait des gens qui seraient très riches. Il y en a qui essayent. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions, pas forcément du bonheur, mais d'une certaine forme d'épanouissement, d'engagement que peuvent avoir certaines personnes pendant un certain temps. Donc vous l'aurez compris, malheureusement, pendant ces 30 minutes, je ne vais pas vous ouvrir les portes du paradis professionnel, ni vous donner la recette du filtre magique qui crée le sourire et la joie dans vos équipes. Encore une fois, il est encore temps de quitter la salle. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises qui se sont engagées et qui ont mis en place des choses qui permettent ce bonheur au travail. Alors, ces entreprises, j'ai eu la chance de les côtoyer parce qu'effectivement, comme l'a très bien dit Pierre, je travaille avec des organisations depuis toujours sur cette notion de culture. Et la culture, donc nous, on s'appelle du coup les harmonistes, c'est notre métier. Donc effectivement, la première réflexion, c'est allons, encore un métier pipeau. Effectivement, il y a une notion de musique. Mais cette musique, c'est comment est-ce qu'on crée une harmonie, donc une cohérence entre l'ensemble des personnes qui travaillent dans une organisation et l'organisation elle-même, c'est-à-dire sa structure, ses process. Et pour ça, il faut un cadre commun. Et ce cadre commun, c'est ce qu'on appelle la culture. Dans la culture, on met les valeurs dont a parlé Adélaïde, on met le sens de tout ce que vous faites et on met aussi votre métier. Donc l'idée, c'est quand tout le monde est au clair sur pourquoi je suis là, à quoi je sers et de quelle manière on travaille collectivement. Si je me reconnais là-dedans, et c'est très important, parce que tout le monde n'est pas fait pour travailler, par exemple, dans le domaine du soin, si je me reconnais là-dedans, alors je peux y être heureux si on met en place ces fameuses conditions. Donc là, vous attendez tous avec impatience que je vous les livre. Je vous les donne en avant-première, et puis ensuite, on va les détailler, évidemment. Donc, rythme ternaire, qu'on aime beaucoup en France, 3 dimensions. Première dimension, on va parler de l'authenticité. Deuxième dimension, on va parler de la responsabilité. Et troisième dimension, on va parler de la sécurité psychologique. Alors, justement, en termes de sécurité psychologique, je vous partage tout de suite, en toute authenticité, ma situation dramatique, qui est que mon ordinateur a planté et que donc l'ensemble de mes notes ne veut pas s'ouvrir. Je vais donc improviser. Alors, tout d'abord, on va quand même pas se mentir, vous partez d'une situation qui est éminemment complexe et il est important de la prendre en compte. Parce qu'évidemment, c'est très facile de parler de feel good management quand on est une entreprise qui croule
sous les revenus, qui ne sait plus quoi faire de son argent, et qui du coup effectivement peut se permettre de payer tout ce qu'on veut aux salariés, qui peut leur donner une impression d'être heureux, mais on va revenir dessus, c'est pas forcément ça qui prime. Vos contraintes, on en a beaucoup entendu parler, c'est effectivement des gens qui sont sous pression aussi bien physique que psychologique en permanence. On est confronté à de la souffrance. Donc effectivement, McDonald's, on pourrait dire, c'est entre guillemets même niveau de salaire, etc. C'est pas forcément le même niveau d'investissement psychologique que ça demande. Ce qui fait qu'effectivement, pour un étudiant, c'est peut-être plus facile d'aller retourner des steaks toute la journée que d'aller retourner des résidents pour leur faire la toilette. Pardon pour la comparaison peut-être mal sentie. Ça, c'était pas écrit. C'est le problème de la... Donc, qu'est-ce que vous allez... Donc, voilà, il y a ces conditions. Il y a le fait que les salaires ne sont pas forcément non plus au niveau de la valeur ajoutée sociale, sociétale, de ce que vous faites. Par exemple, est-ce que vous savez statistiquement quel est le métier qui sauve le plus de vies dans un hôpital? C'est effectivement les femmes de ménage, puisque le nombre d'infections nosocomiales serait par-dessus le plafond si on n'avait pas du nettoyage en permanence. Donc effectivement, par contre, leur salaire est effectivement pas tout à fait le même que les chirurgiens. Et donc c'est parfois difficile de se dire j'apporte quelque chose et je ne sens pas forcément que je suis valorisée. Et puis il y a le problème de l'investissement, donc cette notion de vocation sacerdotale qui a souvent primé dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, des jeunes générations qui effectivement veulent l'équilibre vie pro-vie perso, ne veulent pas forcément faire plus que leurs horaires, n'ont pas envie de dévouer corps et âme leur vie à leur métier. Et donc, comment est-ce qu'on arrive dans toutes ces contraintes à créer quand même des conditions... Ah oui, et puis j'oubliais évidemment le fait que le budget étant ce qu'il est, globalement, on va vous demander chaque année de faire mieux avec moins. Quand on a tout ça, on se dit, on n'est pas bien parti pour réussir à créer des conditions de l'engagement et de l'épanouissement, parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes. Alors, je voudrais vous donner 2 notes d'espoir. La première note d'espoir, elle est artistique. Si je vous dis, allez-y, créez. A priori, il y a un gros blanc, c'est un peu comme un phoque qui regarde un arbre où il doit monter. Par contre, si je vous dis, imaginez que vous avez devant vous un cadre et que vous devez dessiner avec un doigt un mouton. A priori, tout le monde sera capable, au pire, vous ferez une boîte, vous avez tous lu l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La différence entre le premier et la deuxième injonction, c'est que la deuxième, je vous ai donné des contraintes. Donc la créativité, elle ne peut exister que sous la contrainte. Donc plus il y a de contraintes, en fait, et plus il est facile d'avoir des idées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, elle est psychologique. Vous connaissez tous la différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Qui connaît la différence? Ah, intéressant. La différence, c'est motivation extrinsèque, c'est je fais une action parce que j'en attends quelque chose. Donc je me lève avec une grande difficulté de mon lit parce que déjà je veux éteindre le réveil, et deuxièmement parce que il faut que j'emmène mes enfants à l'école, et troisièmement parce que j'ai une réunion à 9h avec mon chef. Motivation intrinsèque, je saute du lit avec plaisir, il n'y a pas de réveil, et je suis très content de me lever et d'aller travailler. Donc comment est-ce qu'on active, évidemment, parce que c'est le Graal, la motivation intrinsèque au travail? Je vais vous donner 2 situations vécues pour juste vous illustrer ce point. Première situation, je travaille, donc mon bureau, c'est le coin du hall d'un hôtel qui veut bien nous accueillir. Je suis payée au lance-pierre et encore les bons mois. Je vis avec des collègues, parce qu'on n'a pas vraiment les moyens de se payer un appart. Et je travaille à peu près tout le temps parce que je vis avec mes collègues. Deuxième situation, je suis extrêmement bien payée. Je suis envoyée pour des missions au Brésil, oui. Je voyage en business, je suis dans des grands hôtels, fantastiques. A priori, quelle est la situation dans laquelle j'ai été la plus épanouie et engagée? Donc, évidemment, vous êtes tous très intelligents, vous avez compris qu'il y avait un piège dans mes histoires. Donc, c'était évidemment la première. Et quelle était la différence? La différence, c'était exactement ce dont je vous ai parlé au début, la notion d'authenticité, le sentiment d'être pleinement à ma place et que ce que je faisais était parfaitement aligné avec ce que je suis et ce en quoi je crois. La notion de responsabilité, le fait d'être totalement libre de faire ce que je pensais être utile de faire à ce moment-là.
Et la notion de sécurité psychologique, être avec une équipe qui m'aime et qui m'accepte comme je suis, et fait que je peux être pleinement moi-même et donc dans ma pleine puissance. Je ne détaillerai pas ce qui s'est passé dans le deuxième cas. Donc, maintenant, ces contraintes étant posées, comment est-ce que vous pouvez utiliser toutes ces contraintes pour justement faire en sorte de mettre en place ces conditions dont je vous ai parlé? Alors, je passe très rapidement sur les fausses bonnes idées dont a parlé Adélaïde. C'est un peu... donc, il y a pas mal de solutions qu'on vend comme étant le Graal de la QVT et du bonheur au travail et qui sont à peu près aussi efficaces que mettre de la crème Nivea pour guérir une fièvre. Alors, 3 types de crème. Il y a la crème de base, il y a le lait pour le corps. Ça, ce sera effectivement... on va mettre une super machine à café, Nespresso. On va mettre des paniers de fruits, il y aura des snacks, des petits fruits secs, parce que les amandes, c'est plein de magnésium. Et donc ça, voilà, c'est... Bon, OK. Deuxième crème, la crème un peu plus hype, qui sera la crème pour le visage. Là, on va carrément mettre des tables, des baby-foot, peut-être même une table de ping-pong, une salle de repos. Donc voilà, vraiment, on pourra passer des moments sympas. Et le Graal, donc là, ce serait la crème raffermissante, vous savez, le sérum pour les yeux, là, qu'on vous vend 80 € un pot de 5 millilitres. Ce sera d'avoir quelqu'un en charge de l'animation. Donc, dans certaines entreprises, ils appellent ça le Chief Happiness Officer, quelqu'un qui va être là vraiment pour mettre l'ambiance, le géo de votre organisation. Alors, ça peut être chouette et utile, et encore une fois, si ça correspond à votre culture, tant mieux, mais encore une fois, ce n'est pas ça qui va résoudre fondamentalement les problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez faire, du coup, un peu plus concrètement? Première chose, je vous ai parlé de cette notion d'authenticité. Alors là, l'authenticité, je voudrais vous parler de plusieurs entreprises. Une entreprise pour laquelle je travaille, ils sont 200, et eux, ils ont un de leurs principes, c'est ce qu'ils appellent la candeur radicale. La candeur radicale, ça veut dire qu'on doit être capable d'absolument tout dire, exactement comme si on parlait à son meilleur pote ou son frère ou sa sœur. C'est-à-dire, voilà, tout doit être dit avec candeur, avec la candeur d'un enfant qui est capable de dire « Ah, mais pourquoi elle est grosse, la madame ?» Chut, chut. Donc, ça veut dire, voilà, dire les choses, mais la candeur, ça signifie aussi qu'il n'y a aucune forme de jugement. L'enfant, quand il pose des questions, c'est vraiment sans aucune mauvaise intention. Donc, c'est mettre au centre la compassion et l'envie de faire progresser l'autre, mais pouvoir absolument tout dire. Et donc ça, comment ça se concrétise? C'est toutes les semaines, ou au maximum tous les mois, chaque manager va prendre un temps avec chaque personne de son équipe et lui dire « Allez, vas-y, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur, sur moi. » Ça veut dire « Je te demande du feedback sur moi. » Et aller chercher, lui dire « Bon, ok, je suis sûre, il y a ce truc, ça te gêne un peu de me le dire. Vas-y, je t'écoute. » Et peut-être commencer en s'auto-flagellant un peu, ça peut aider de dire « Bah oui, je me rends bien compte qu'il y a 3 jours, quand je t'ai dit bon, arrête, là, ça va pas du tout, un peu violemment, tu l'as peut-être mal pris. » Ah bah oui, justement, je voulais dire... Voilà. Donc, on ouvre la porte à pouvoir, en toute authenticité, dire les choses. L'authenticité, c'est aussi une forme de transparence. C'est être capable de dire la situation telle qu'elle est. Alors, évidemment, il ne faut pas faire ça comme les médias en France, en appuyant sur tout ce qui va mal, parce que ça peut être anxiogène, mais être capable de dire, voilà, aujourd'hui, on est dans telle situation, effectivement, on ne va pas avoir le budget qu'on pensait qu'on aurait, ça va être plus compliqué, donc voilà, je vous le mets sur la table et on va pouvoir en parler. Donc, c'est voilà, mettre vraiment tous les sujets sur la table. Et puis, cette authenticité, c'est aussi s'assurer que chacun est bien aligné avec ce qu'on fait. Donc, définir et poser vos valeurs. Qui, dans son projet d'établissement, a posé les valeurs que vous avez envie d'incarner? Ok. Bon, ça tombe bien, c'est pas pour ça que je suis là. Et vous pouvez aussi, en permanence, reconnecter les gens. Donc, définir ces valeurs, c'est toujours utile parce que c'est dire, bah voilà, est-ce que nous, on est plutôt sur la créativité, sur l'empathie, sur la compassion, sur l'engagement, dire vraiment ce qui vous caractérise et qui doit être évidemment éminemment lié à vous. Parce que vous, les dirigeants, vous êtes l'exemple. Donc, par défaut, si vous ne posez pas de valeurs, les gens, ils vous copient. Ils se disent, bon, bah lui, c'est les valeurs, donc je fais comme lui. Si vous posez les valeurs, l'intérêt, c'est que
tous les, peut-être certains défauts que vous avez ou des valeurs que vous n'aimeriez pas forcément que tout le monde incarne dans l'organisation, elles seront du coup moins incarnées. Et deuxième aspect, c'est le sens, donc vraiment parler de quel est le sens de ce qu'on fait et le rappeler régulièrement. Et comment vous le rappelez? Avec des histoires. Notez-vous 15 histoires extraordinaires d'expériences positives que vous avez vécues et rappelez-les régulièrement. Ah bah oui, il y a 2 ans, quand Madame Bernard est venue chez nous, et puis que ce jour-là, il y avait quelqu'un qui savait qu'elle adorait les fleurs, et du coup, dans l'équipe, ils avaient mis plein de fleurs dans sa chambre. Quand elle arrive, elle s'est mise à pleurer en disant « Ah, mais c'est les mêmes fleurs que dans mon jardin, etc. » Voilà, ça, c'est des histoires. En les racontant à chaque fois, vous retrouvez le sens et la raison pour laquelle chacun vient travailler. Ça, c'était pour l'authenticité. Maintenant, si on parle de la responsabilité. Est-ce que vous connaissez la clinique Pasteur? Clinique Pasteur à Toulouse, c'est extraordinaire, vous pouvez regarder sur Internet, il y a pas mal de vidéos de son dirigeant, dont Dominique Pont, son ancien dirigeant, il est parti maintenant, qui est resté pendant 10 ans, et qui a fait une révolution justement dans le mode de management. Alors lui, il rappelle, et c'est très drôle, avec son accent toulousain, en disant, bon, il faut quand même dire, le système de santé français, en termes de management, on est à peu près dans les années 90. Donc il y a un petit décalage entre la réalité de la société et ce qu'on met en place. Je viens de Toulouse aussi, donc j'ai tendance à reprendre un peu l'accent quand je le fais. Et ce qu'il dit, c'est ce qui est important, c'est d'être sur le terrain. Pour permettre de responsabiliser les gens, il faut être sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle des vies ma vie. Ça veut dire que pendant une journée, il va aller aux côtés de l'aide-soignante, aller faire les toilettes des patients. Il va aller aux côtés des femmes de ménage, changer les draps des lits. Il va aller dans la cuisine, aux côtés des gens qui font la plonge pour nettoyer la vaisselle avec eux. Et non seulement il envoie un message très fort de je vous valorise, et alors là, les gens, ils sont d'une motivation incroyable, tu m'étonnes, quand il y a le patron à côté, là, tout d'un coup, j'ai envie de bien le faire, mon lit. Et deuxième chose, il y a à ce moment-là des moments d'innovation extraordinaires, parce qu'évidemment, en papotant, il dit, bon, vous là, je suis sûr, vous avez plein d'idées. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux là, dans ce que vous faites? Et là, paf, évidemment, il y a plein d'idées qui sortent. Les gens disent, ah ben justement, dans la cuisine, on se disait, il y a pas loin, il y a une asso, ils font du jardinage avec des personnes handicapées. On se dit qu'on pourrait peut-être faire un partenariat, comme ça on aurait des légumes frais et bio. Et puis d'ailleurs, on pourrait peut-être faire travailler certains handicapés dans la cuisine. Génial, allez-y. Donc c'est plein de petites solutions qui sont sorties comme ça et où les gens du coup se sentent autonomisés, se sentent responsabilisés. Et du coup, évidemment, ça crée une motivation incroyable de se dire, waouh, moi j'étais à la plonge et tout d'un coup, je vais être en charge d'un projet qui va changer la façon dont on va gérer nos cuisines. Et le troisième aspect qui est, donc j'ai probablement oublié plein de choses que je voulais vous dire, mais ah oui, si, ce que je voulais dire sur la responsabilité, c'est la responsabilité, c'est comme la créativité, ça demande un cadre. Et ce cadre, il doit être super clair. C'est-à-dire, je mets des règles, et ces règles, c'est en gros, et c'est pour ça que c'est vraiment important, c'est votre projet d'établissement. Tant qu'on respecte le projet d'établissement, ça veut dire quelles valeurs on veut incarner, dans quel état d'esprit on veut faire les choses, où est-ce qu'on veut aller collectivement, tant que je respecte ça, alors j'ai toute liberté d'action. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour ça, d'ailleurs, je voudrais réinsister sur la différence entre règles et principes. La règle, c'est quelque chose qui peut être un peu arbitraire. On a dit, donc petit exemple, hier, j'étais dans une rage noire parce que je suis arrivée à 8h42 devant l'école pour le sacro-saint spectacle de fin d'année de mon fils. Et que, parce que j'étais allée déposer l'autre en attendant, et que la maîtresse m'a dit « Ah non, c'était 8h40, entrée des parents maximum. Le spectacle commence à 8h45. Donc je ne peux pas vous faire entrer. » Je suis devant elle, la grille est là, il suffit qu'elle appuie sur un bouton, je rentre. Mon fils est à l'intérieur, il va faire son spectacle. Et non, je ne peux pas rentrer. Il y avait 2 autres parents avec moi, il y en a une, elle s'est mise à pleurer. En disant « Mais ma fille, elle est là, je lui ai dit que je serais là, et elle ne va pas me voir, elle va me chercher pendant tout le spectacle. » Oui, j'avais dit 8h40. Donc, et à l'inverse, je me permets de citer une histoire que m'a racontée Karine hier soir, qui disait que son père, en soins palliatifs à l'hôpital, avait émis le souhait de faire une dernière promenade en ville avant de partir. Et évidemment, elle a demandé, et l'hôpital lui a dit « Ah non, pas du tout, il est sous perfusion, etc. C'est impossible, vous ne pouvez pas le faire sortir. » Donc 10 fois, elle fait la demande, elle obtient un refus, puis finalement, elle arrive à en parler au directeur de l'établissement, et lui dit « Ok, effectivement, normalement, ce n'est pas permis, mais allez-y, faites-le. » Et effectivement, le fait d'avoir pu faire ça, c'est de se dire à un moment, le principe doit être plus important que la règle. Et le principe, c'est un principe d'humanité, un principe de réalisme, et de se dire, voilà,
je peux faire une exception si ça fait un tel effet bénéfique pour la personne, parce que moi, vraiment, l'école, j'avais envie de l'incendier. J'ai seulement incendié la directrice, mais... voilà, alors qu'à l'inverse, quand on nous fait un tel cadeau, mais on a évidemment envie d'embrasser, on a envie de dire à tout le monde, mais allez-y, mettez vos parents dans ce lieu parce qu'ils seront accueillis avec humanité. Et ça, c'est vraiment le facteur le plus important. Et pour ça, effectivement, il y a certaines organisations, elles le disent vraiment, elles parlent de cette notion du salarié heureux qui fait un client heureux, mais c'est vraiment pour ça, avoir la capacité. Il y a une entreprise qui dit, vous avez tous les droits pour satisfaire le client, je vous donne les clés du camion, quel qu'en soit le coût, et sans demander la permission. Si vous pensez que c'est bon pour le client, alors allez-y, faites-le. Et c'est vraiment ce côté, si quelqu'un pense que c'est bon pour le résident, allez-y, sans avoir besoin de demander la permission. Parce qu'on a un cadre clair de qui on est. Dernier point qui était sur la sécurité psychologique. Donc pour la sécurité psychologique, là, c'est vraiment, effectivement, cette notion d'empathie profonde. Donc je vous ai parlé de cette humanité. C'est beaucoup des petits signes, des petits symboles de reconnaissance. Il y a un dirigeant, le dirigeant du groupe, vous connaissez le groupe O2, WeCare. Eh bien, son dirigeant, il a un reminder tous les matins à 9h qui lui dit qui vas-tu appeler pour le remercier aujourd'hui. Il prend son téléphone, du coup, à 9h, et il faut qu'il trouve quelqu'un chaque jour qui va appeler pour lui dire « Écoute, merci beaucoup pour ce que tu as fait la semaine dernière, etc. » ou juste « Merci beaucoup pour être encore avec nous, je sais que ce n'est pas facile en ce moment, etc. » Et ces petits moments-là, ça change tout. Ça fait que tout d'un coup, j'ai reçu en coaching, on appelle ça un stroke, c'est comme voilà, l'éclair qui me frappe, mais un éclair positif qui me donne une énergie extraordinaire. Parce que j'ai reçu cette petite chose de reconnaissance. La notion de sécurité psychologique, c'est permettre aussi à chacun d'être pleinement lui-même. Donc, c'est encourager les gens à parler d'eux-mêmes. Donc, vous pouvez, par exemple, il y en a, ils font des déjeuners régulièrement, et à chaque déjeuner, il y a une personne qui est invitée à partager une de ses passions, qui a peut-être rien à voir avec le métier. Elle va vous parler de moi, je fais partie d'un orchestre swing, je joue du saxo, je suis passionnée de la période des années 30, etc. Et voilà, qui va en parler avec des étoiles dans les yeux. Et tout d'un coup, on va découvrir une autre facette d'un collaborateur qui aidera aussi les autres à se dire oui, bon, alors lui, qu'est-ce qu'il est relou parce qu'il est toujours tac, tac, tac. Et là, il vous expliquera pourquoi je suis tac, 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 parce que moi, j'adore la musique et la musique, c'est tac, tac, tac. Ok, du coup, on comprend beaucoup mieux et on va du coup beaucoup plus pouvoir en jouer. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la sécurité psychologique, non, je ne me rappelle plus. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment prendre ce temps de... voilà. Ah oui, non, ça ne marche pas. J'ai cru un instant. Donc, vous voyez, par exemple, là, ce que je vis avec vous, c'est un moment de vulnérabilité. La sécurité psychologique, ça passe par ça. C'est-à-dire, vous, en tant que dirigeant, il y a des moments où vous vous plantez. Et ce qui est vraiment important, c'est d'être capable, à ces moments-là, de le partager. Vous ne pouvez pas être toujours au top. Bien sûr, c'est vous qui êtes censé être le moteur, qui donnez l'impulsion et tout, mais il y a des moments où vous êtes down, et c'est OK, et c'est normal. Et donc, il faut aussi être capable, à un moment, de dire, voilà, aujourd'hui, les gars, m'emmerdez pas, parce que ça va partir très vite. Voilà. J'ai eu une fuite d'eau. Je me suis fait refouler à l'entrée de l'école. Donc voilà, aujourd'hui, je serai un peu tendue. À partir du moment où vous avez dit ça, ça y est, ça retombe. Alors que si vous gardez ça pour vous, mais que par contre, chaque personne qui vient vous voir se prend un taquet, c'est un peu compliqué d'avoir une journée épanouie pour les autres autour de vous. Alors qu'au contraire, vous leur partagez vos souffrances, vos problèmes, ils rentrent en empathie, du coup, ils n'ont qu'une envie, c'est au contraire vous aider. Donc c'est important en tant que dirigeant de montrer l'exemple de vulnérabilité parce que la sécurité psychologique, c'est ça, c'est être capable de partager ses vulnérabilités. Je sens que ça fait jaser. Et du coup, pour terminer, parce que je suis presque à la fin, non, j'ai été rapide. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette recherche du bonheur au travail, c'est d'une certaine manière, effectivement, vous d'abord prendre soin de vous, c'est poser le cadre qui va permettre d'avoir les conditions de ce bonheur au travail, et c'est
lancer une forme de processus collectif, et ça c'est vraiment important, d'amélioration. C'est-à-dire, il ne faut pas que tout repose sur vos épaules, vous avez déjà beaucoup trop de choses à porter, c'est lourd, c'est une charge, on parle de charge de travail, et donc comment est-ce que, autant que possible, et ça passe par cette responsabilisation, vous essayez de faire en sorte que ce projet-là, ce soit le projet de tout le monde. Et pour ça, vous pouvez avoir des processus comme par exemple, vous faites régulièrement une réunion collective, au moins équipe par équipe, où on appelle ça la gestion des irritants. Vous savez, les irritants, tous les petits cailloux dans la chaussure. Et vous dites, OK, allez, on pose sur la table. Aujourd'hui, là, cette semaine, c'était quoi les cailloux dans la chaussure? Ah, la lampe, machin, toutes les lampes, elles sont toujours pas changées. Le système, il a planté 3 fois et je ne pouvais pas lire mes notes. Je sais pas quoi, il y a telle personne, elle est vraiment compliquée en ce moment, elle n'arrête pas de crier, c'est difficile et moi, j'ai un peu du mal à supporter les cris, j'ai mal aux oreilles, etc. Enfin, voilà. On met sur la table ces petites choses et on en parle et on se dit... Donc, le principe, si vous faites un tour, chacun, à chaque fois, exprime quelque chose et tous les autres apportent des suggestions de réponse. Ah tiens, tu pourrais faire ça. Tiens, tu pourrais... attends, mais justement, les lampes, je voulais m'en occuper, tu as raison de me le rappeler. Allez hop, je passe le coup de fil qu'il faut. Oui, mais ça, ok, si tu veux. Moi, en ce moment, de toute façon, je suis un peu dur d'oreille, donc si tu veux, on échange. Je m'occupe de cette personne qui n'arrête pas de crier, etc. Enfin, voilà. On trouve une solution qui sera pas extraordinaire, parce qu'on n'a pas toujours les moyens et le temps, mais en tout cas, qui sera celle qui est la mieux, parce que c'est l'équipe qui l'a décidé ensemble. Et en fait, en faisant ça, vous permettez aussi peu à peu, donc au début on va exprimer des choses très matérielles, puis peu à peu on va exprimer des trucs un peu plus psychologiques. Oui, là je me suis pas senti bien parce que à ce moment-là, quand j'ai dit ça, tu m'as contredit, c'était face à la famille, du coup j'avais l'air de quoi? Moi j'avais l'air d'un idiot, je me suis pas senti bien. Ok, on en parle. Ok, la prochaine fois, effectivement, excuse-moi. Enfin, voilà, on met tout sur la table et il n'y a plus toutes ces petites choses qui viennent vous polluer, un peu comme, je sais pas, du mazout sur la plage qui reste là, qui est collant, qui est gluant. Et voilà, on nettoie tout ça et au moins c'est exprimé. Donc ça, c'est un rituel que je vous encourage à faire. Petite note d'ailleurs, faites ça aussi chez vous, en famille. Ça permet de sortir un certain nombre de sujets. Mais il faut le faire régulièrement, parce que sinon, vous arrivez tous avec... alors, je vous ai donné un certain nombre d'outils. Maintenant, évidemment, il reste la réalité. Je suis sûre que 90% de ce que je vous ai dit, vous l'aviez déjà entendu au moins une fois. La question, c'est pourquoi vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Il y a plusieurs raisons. La première, vous pouvez dire, j'ai pas le temps. Alors, effectivement, ça c'est normal. Et comme toute chose, vous connaissez tous le mythe du vase où on met d'abord les grosses pierres, puis le sable, puis l'eau, etc. Si vous mettez l'eau d'abord, il n'y a plus de place pour les pierres. Si vous mettez les pierres, il y a toujours la place pour ajouter de l'eau. Donc, sanctuariser, non sanctifier, ça fait un peu trop... mais assurez-vous qu'il y a des moments dans votre agenda qui sont bloqués pour ces rituels. Il faut ritualiser tout ça. Donc, je vous ai parlé de ces rituels de feedback, des rituels de gestion des irritants, des rituels de le petit reminder pour donner de la reconnaissance, etc. Si c'est bloqué dans votre agenda, vous le ferez. Si ce n'est pas bloqué, effectivement, les urgences passeront devant. Et on sait qu'on a toujours tendance, être humain, à gérer l'urgent plutôt que l'important. Donc, bloquer des temps pour l'important. Ça peut être aussi des temps de... mon bureau est ouvert, c'est le SAV pendant 1 heure entre 13h et 14h. Mon bureau est ouvert et n'importe qui peut venir. Ce sera peut-être un peu le bureau des pleurs, mais vous savez qu'il y a ce moment-là où on peut venir vous voir et vous êtes disponible pleinement. Et ça, effectivement, c'est important de savoir qu'il y a ce temps. Vous évitez du coup d'être tout le temps, tiens, je voulais te dire 13h à 14h le mardi. Ok. Vous canalisez du coup et peu à peu... En mettant aussi toutes ces dynamiques, évidemment, vous gagnez du temps. La question de « j'ai pas de budget », ça c'est une fausse objection parce que tout ce que je vous ai dit, ça ne demande pas forcément de budget. Et je voudrais d'ailleurs vous raconter une petite histoire de ce qu'ils ont fait dans la clinique Pasteur, qui est éminemment courageux. Ils ont dit, le problème c'est comment est-ce qu'on valorise mieux, parce qu'effectivement c'est une vraie souffrance, les salaires, les personnes qui travaillent, les femmes de ménage, les aides-soignantes, etc. Ce qu'ils ont dit, ça a été un petit peu dur à négocier, mais voilà, tous les médecins ont accepté de baisser leur salaire pour offrir un 13e mois aux aides-soignantes et aux femmes de ménage. Alors, c'est pas moi, mais c'est effectivement... Mais parce que, encore une fois... là, effectivement, ça... Vous appellerez Dominique Pont pour lui demander comment il était convaincu, mais fondamentalement, c'était une notion de valeur. À quoi est-ce qu'il croyait ? Et quel message ils envoyaient avec ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il s'est passé qu'il y a eu un élan d'enthousiasme extraordinaire, qu'ils ont réussi à mieux recruter, etc. Et qu'un peu plus tard, la clinique ayant du coup bien repris du poil de la bête, les médecins ils ont pu retrouver leur salaire normal et tout le monde a pu être augmenté en proportion. Enfin voilà, ce qui peut paraître un sacrifice à court terme est souvent un bénéfice à long terme. Et puis de toute façon, 10% de plus ou de moins dans votre salaire par rapport à avoir la joie d'avoir des gens hyper épanouis, hyper engagés tout autour de vous, évidemment, le choix est rapidement fait, en tout cas quand on a goûté aux deux, comme je vous en ai donné l'exemple tout à l'heure. La dernière objection, c'est oui, ça marche pas. Bah oui, ça on l'a dit. Hein, c'est un peu, enfin tout ce que je vous ai dit pour le mettre en place et que ça marche, c'est un peu comme se dire, je vais apprendre à courir un marathon alors que j'ai 20 kilos en trop et que j'arrive péniblement à courir 1 kilomètre. Ça va être long, ça va être compliqué, mais c'est possible. Vous pouvez les perdre, ces 20 kilos, vous pouvez apprendre à courir un marathon, et vous pouvez courir un marathon. Bon, voilà, modulo certaines dispositions physiques, mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est que c'est dur, c'est long, ça demande de l'endurance, ça demande de la patience, et c'est pour ça que c'est important que ce soit vraiment un mouvement collectif qui vous emmène. Pour terminer, je voudrais vous faire expérimenter un expresso de Feel Good Management. Est-ce que vous vous connaissez un petit peu dans la salle? Un petit peu? Enfin... Vous connaissez peut-être une personne à côté de vous. On va essayer quand même. Alors attendez. Commencez pas. Vous allez pouvoir parler entre vous. Je vous explique les instructions. Donc, de deux choses l'une. Soit vous connaissez votre voisin, soit vous ne le connaissez pas. Si vous connaissez votre voisin, vous allez passer. Dans tous les cas, ça va être 1 minute chacun. 1 minute, une personne parle, l'autre écoute. Ensuite, on switch. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à votre voisin, donc si vous ne connaissez pas votre voisin, vous allez lui dire toutes les choses bien que vous avez mises en place dans votre management, toutes les choses dont vous êtes fiers au sein de votre organisation. Pendant 1 minute, vous lui dites ça. C'est vraiment que de l'autopromotion. Voilà, vous êtes fiers, vous dites tout. Il n'y a pas de tabou, vous pouvez y aller, vous êtes le héros du jour, de la minute. Ensuite, vous échangez. Deuxième option, vous connaissez votre voisin. Et bien là, ce que vous allez faire, et alors là, c'est beaucoup plus puissant, évidemment, vous allez pendant 1 minute lui dire tout le bien que vous pensez de lui. C'est une douche de compliments. Alors, allez-y, vous avez 1 minute. Douche de compliments ou bien douche d'autopromotion. 1 minute. Ok, vous échangez maintenant. Vous échangez. Échangez les rôles.
OK? Alors, je vais vous demander, c'est très difficile de vous arrêter. Oui, c'est très dur de sortir de la douche, surtout le matin, surtout quand elle est aussi chaude. Je vous demande de revenir par ici. Ah oui, c'est une bonne idée, voilà. Faites un clap de main, comme ça remettra tout le monde. Voilà, super. Applaudissez-vous, bravo pour avoir osé. Bravo pour avoir osé ce moment d'authenticité. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main si vous vous sentez un peu mieux maintenant qu'il y a 3 minutes? OK. Donc, vous voyez ça, c'est le feel good, c'est l'expresso. C'est le shot, là, vous avez quelques millilitres, et là, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Petit boost d'énergie. Vous voyez, ça coûte rien et ça change beaucoup de choses. Et là encore, hein, faites-le de temps en temps en famille, ça mange pas de pain et ça fait toujours du bien. Je voudrais du coup conclure. S'il vous plaît. Ah, je sais, c'est extrêmement difficile d'arrêter quand on est lancé dans quelque chose comme ça. D'abord, merci pour votre attention et votre compréhension pour mes élucubrations improvisées. Je voudrais vous partager à la fin, on va quand même faire une petite envolée lyrique, c'est toujours beau, comme dans un opéra, à la fin on monte très très haut, ça vibre un peu, puis ensuite c'est fini, avec une phrase que j'aime bien. En fait, l'idée, c'est que quand vous êtes dirigeant, bien sûr, il y a cette finalité, ce sens, etc., mais la réalité, ce qui nous rend heureux, c'est vraiment les petites choses du quotidien. Et pour ça, je voudrais vous partager une phrase très philosophique d'ailleurs, elle était affichée dans mes toilettes, c'est souvent le cas. Une phrase de Saint-Exupéry qui dit « Seule compte la démarche, car c'est elle qui dure, et non le but qui n'est que l'illusion du voyageur. » Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène de Saint-Front. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ou un partage de comment vous vous sentez. Oui, un partage après le feel good expresso, c'est ça le terme? Bonjour, Maud Girardot, je suis directrice d'un service à domicile sur Choletais. Je voulais juste vous dire que moi j'ai mis en place des choses depuis quelques années auprès des salariés. Je viens d'un autre secteur, donc elles ont eu une image de moi en arrivant d'un métier plutôt commercial ou financier. Et à chaque fois que j'amène quelque chose de nouveau comme ça, je sens dans leur regard qu'est-ce qu'elle va nous demander derrière, qu'est-ce qu'elle attend. C'est quoi le loup? Pourquoi elle nous apporte ça? Qu'est-ce qu'elle cache? Et je ne sais pas comment le transformer. Alors ça va un petit peu mieux au bout de quelques années, mais il y a toujours, quand j'amène quelque chose de nouveau comme ça, il y a toujours cet a priori de se dire non mais là il y a un truc derrière, c'est pas possible quoi. Alors c'est vrai, je peux comprendre effectivement. Moi parfois c'est pareil quand j'arrive dans une organisation et qu'il y a marqué sur mon front consultante, on se dit bon encore une qui va nous jouer du pipeau et être payée très cher. Ce qui est important, il peut y avoir on va dire il peut y avoir deux approches. La première, je vous ai parlé de vulnérabilité. Ça pourrait être, au moins avec les personnes de confiance, votre cercle resserré avec qui vous travaillez, ou avec tout le monde, de leur partager ça, de leur dire, voilà, moi j'ai un peu ce ressenti et ça me gêne parce que vraiment, voilà, moi je suis là pour faire tout ce que je peux pour que ça se passe bien et j'ai le sentiment que. Et du coup, avoir des gens qui vont peut-être réagir à ce moment-là ou en tout cas se dire, voilà, ils ont compris que vous perceviez ça et du coup, ce qui était peut-être inconscient de leur part, du coup, ils vont se dire, ah non, mais en fait, et poser surtout toujours des observations hyper factuelles en disant voilà, on a essayé ça, ça a permis ça, on a mis ça en place, ça a permis ça. Donc j'ai quand même l'impression que ce que j'ai fait, ça allait plutôt dans le bon sens. Maintenant, je perçois que quand je propose quelque chose, j'ai toujours cette résistance. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve d'autre que je suis là vraiment pour faire équipe avec vous? Donc, ça peut être voilà, une discussion. L'autre option, qui est un peu plus sioux, c'est
de faire un maximum de maïotique, c'est-à-dire de ne pas proposer vous-même les idées, d'en parler avec des gens dans une dynamique où il y a des petites choses qui sont un peu glissées et qui fait que finalement, ils vont d'eux-mêmes proposer une solution qui était la vôtre, mais ça ne vient pas de vous. Ou même des fois, vous pouvez faire ce qu'on appelle une attribution forcée, c'est-à-dire dire, ah voilà, je voulais vous dire que hier, j'ai parlé avec quelqu'un dans les équipes et il m'a dit qu'on pourrait essayer de faire ça. Du coup, je vous propose qu'on le fasse. Donc là, ça ne vient pas de vous, même si en vrai, ça vient de vous. Mais voilà, c'est juste... ce qui est important, c'est que vous puissiez le mettre en place. Donc au pire, voilà, vous pouvez essayer des choses comme ça. Bon, il faut que ça reste quand même bien fait et authentique, parce que sinon, évidemment, leur méfiance augmentera, mais voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense qu'il y a des historiques et des passifs dans nos secteurs et ça reste marqué. Il faut vraiment travailler d'arrache-pied et aller très loin dans dépasser ces oui, il y a des peurs stéréotypes. Voilà. Alors après, une autre option, ce serait de, entre guillemets, montrer que vous êtes dans leur camp en étant à leur côté sur certaines peut-être critiques ou revendications qui diront du système dont vous provenez et de dire, bah oui, je serais la première à vous dire qu'effectivement, ça et ça, c'est pas juste, on nous l'impose, c'est contraignant, je suis bien d'accord avec vous, même si j'en reviens. Enfin, voilà, c'est effectivement montrer que vous êtes avec eux. Et après, oui, accepter que les stéréotypes, ça se déconstruit par le temps et l'expérience. Plus ils se rendent compte que peu à peu, effectivement, ce que vous mettez en place, c'est pareil, hein, quand on donne la responsabilité aux gens, ils se disent, il y a quelque chose derrière, là, on me donne vraiment la liberté, mais derrière, je vais me faire taper dessus si ça ne marche pas. Enfin, c'est le temps et l'expérience qui font que les gens, peu à peu, ils y vont, ils touchent, ils disent, ah, mais ça ne brûle pas, bah, finalement, je peux y aller. Et une fois qu'ils y sont, là, ça marche bien. Mais effectivement, parfois, il faut avoir de la patience. C'est ce que j'allais justement vous demander. Est-ce qu'il ne faut pas accepter que ça prenne du temps? Parce que derrière tout ça, il y a la notion de confiance. Quand vous parliez de candeur radicale, quand une personne vous demande, qui plus est un responsable hiérarchique, vas-y, tu peux tout me dire, dis-moi ce que tu penses de moi, la première chose qu'on pense tous, spontanément, c'est bah non, je ne vais pas tout dire. Ça va me retomber dessus. Oui. Et ça... Voilà, c'est comment on acquiert cette confiance, effectivement. La confiance, c'est toujours en anglais, j'aime bien le show me yours, I'll show you mine, c'est-à-dire l'idée de, voilà, si tu te mets, on va dire, psychologiquement à poil, je vais en faire de même. À un moment, c'est cette symétrie dont on parlait. Donc, si vous, en tant que manager, vous êtes capable de partager des vulnérabilités, comme je disais, parfois vous auto-flagellez en disant oui, là, je réalise que je n'étais pas à la hauteur. S'il vous plaît. Si vous faites ça, alors peu à peu, les personnes se diront, bon, si lui, il est capable de dire ça de lui-même, a priori, je dois être capable de lui dire, bah oui, effectivement, dans telle situation, etc. Donc c'est parfois en commençant comme ça que ça peut marcher, et c'est vrai que ça va prendre du temps. Il faut aussi faire très attention à savoir d'où vous partez. C'est pour ça que je vous parlais aussi de bien définir vos valeurs, le cadre, etc. Si vous avez quelque chose qui est une organisation millimétrée, impeccable, où tout le monde est au rapport avec une hiérarchie parfaite, c'est très dangereux du jour au lendemain de dire allez hop, maintenant c'est la liberté, c'est la fête, tout le monde fait ce qu'il veut. Non, il faut vraiment que vous partiez d'où vous êtes et que vous fassiez des petits changements progressifs. Sinon, vous déconstruisez et effectivement, les gens, la première chose qu'ils vont faire, c'est vouloir revenir au système ancien, parce que c'est toujours plus confortable d'être avec ce qu'on connaît. Vous savez que, je trouve ça hyper intéressant, des jeunes enfants, si vous leur montrez 2 poupées, une poupée qui fait des choses méchantes, ou un ours en peluche, il tape des gens, etc. Mais c'est une poupée qu'ils avaient vue avant. Et une poupée inconnue, les enfants vont spontanément aller vers la poupée méchante. Pourquoi? Parce qu'ils la connaissent. Ce qui est inconnu fait toujours peur, même si on se dit, je sais que c'est pas bien, mais au moins je connais. Donc c'est toujours avoir ça à l'esprit qu'effectivement pour les gens, c'est toujours plus difficile d'aller vers ce qu'ils connaissent pas. Et c'est par l'expérience, une fois qu'ils y ont goûté, qu'ils seront apprivoisés. Sinon, vous pouvez toujours essayer d'avoir quelques ambassadeurs qui sont ces personnes qui sont déjà très impliquées, très motivées, passer par eux, lancer des choses que vous faites, des expérimentations à petite échelle, et là, vous pouvez dire aux gens, venez voir, regardez ce qu'ils font. Et puis ensuite, du coup, c'est ça qui peut permettre... On va prendre la dernière question de monsieur. Bonjour, Guillaume Marzocchi, je suis directeur d'EHPAD dans le Tarn. Je voulais vous remercier déjà pour le petit expresso que vous nous avez offert. Et c'était pour partager un sentiment avec vous. Déjà, voilà, vous remercier, comme je vous disais, de l'intervention précédente ou même la vôtre
ravivent en nous quand même pas mal de motivation à se comporter comme ça. Et le sujet de tout à l'heure, donc c'était faut-il être heureux pour bien accompagner les autres? Et complété par votre intervention, moi je m'aperçois qu'en fait ce qui nous rend vraiment heureux, c'est finalement le bonheur des autres. Donc on disait tout à l'heure sur la première intervention, c'est important de bien se connaître pour faire la part des choses, etc. Mais c'est aussi très important de sentir en fait le bonheur qu'on peut amener aux autres. Voilà, c'était un simple sentiment que je voulais partager avec vous. Ouais, et c'est vrai que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Évidemment, donner, ça génère éminemment du bonheur. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, plus vous donnez et plus, d'une certaine manière, vous recevez aussi. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, Hélène Merci de à tous. Saint-Front.